Allez. On devait parler de... En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas vu mon frère. Donc, on devait parler de TV ensemble, en fait, et de second... On peut parler de TV de second écran si vous voulez, mais en fait, le sujet, c'est quand même le e-commerce. Et ils sont gentils, les organisateurs, ils m'ont fait venir, et je suppose qu'ils ont mis TV second écran pour me faire plaisir, mais c'est plus pour vous, quoi, en fait, que pour moi, quoi. Donc, je pense qu'on va plus parler de e-commerce. Et moi, il y a un sujet que j'adore, qui est l'entrepreneuriat. Et j'ai écouté plein de choses aujourd'hui. Et d'abord, je suis super surpris. Il se passe plein de choses à Marseille. Je ne savais pas. Moi, c'est la première fois. Je suis fier de vous. C'est la première fois que je venais à Marseille. Et je suis assez vraiment ébahi par le dynamisme et puis tous ces entrepreneurs qui créent des boîtes ici et des startups. Et je pense que vous pouvez être fiers de vous, en fait. Et je pense que de manière générale, les Français devraient être beaucoup plus fiers d'eux. Et je pensais que les Marseillais étaient fiers par nature, mais vous pouvez vraiment l'être, vraiment bravo, félicitations. C'est vraiment super ce que vous faites. Et je voudrais aussi remercier les organisateurs, parce que je pense que c'est une super idée de faire sortir les Parisiens de Paris. En fait, c'est pas facile. Souvent, dès qu'ils sortent de la porte d'Orléans, ils ont un peu peur, en fait. Et de voir des Parisiens à Marseille, encore vivants, à 17h, c'est assez spectaculaire, en fait. Même si on nous avait distribué des gilets pare-balles, on les a pas mis, en fait. Et donc ça, c'est assez sympa. Donc j'aimerais que, bien évidemment, on répondra à vos questions. Si vous voulez qu'on parle de télé, tout ça, on peut parler de ça. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de parler de e-commerce. Et puis bon, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Manu, donc je me retrouve à côté de lui. Et je suis très fier de mon frère, bien sûr. Et lui, il fait plus de e-commerce que moi, en fait. Et donc, je pense que ça serait vachement intéressant qu'il nous parle aussi de ce que tu as fait avec Karl Lagerfeld, notamment, dans le domaine du e-commerce. Et puis, de façon générale, on va dévier ensuite sur l'entrepreneuriat. Parce que j'ai vraiment envie, moi, de vous donner la pêche et de parler d'entrepreneurs. Parce que j'entends aussi dans les discours, dans tous ces discours que j'ai entendus aujourd'hui, j'ai l'impression aussi qu'on attend énormément de nos pouvoirs publics, de nos politiques. Et si j'ai un message à vous donner, et pour les avoir approchés d'assez près, en fait, pour certains, parce que je suis un serial entrepreneur, je suis devenu socialiste après un geste malheureux, il n'y a pas longtemps, et je pense que vous ne devriez rien attendre, en fait. Et sincèrement, n'attendez rien, il ne se passera rien. C'est vous qui avez les clés, c'est vous qui vraiment avez le pouvoir de faire les choses, et vous le prouvez encore aujourd'hui avec toutes vos boîtes tous les jours. Donc faites-le, en fait, comme vous le faites là. Et la France a vraiment avant tout besoin de ces entrepreneurs, beaucoup plus que ses politiques en ce moment, en fait. Et c'est vous les entrepreneurs, et voilà, c'est aussi un message que j'avais envie de vous passer. Mais parlons de e-commerce, et parlons de Karl Lagerfeld. On va pouvoir parler de Karl Lagerfeld par exemple. Mais par exemple. Moi j'ai noté, j'ai essayé d'écouter à peu près toutes les confs, j'ai noté quelques trucs qui m'ont marqué et intéressé. On a beaucoup parlé au tout début, je crois que c'est Catherine dans l'intro qui disait je rêve du panier qui me suit quand je prépare mon panier pour Sephora sur le site de Sephora, et quand je vais dans la boutique, qu'on puisse me dire c'est ça que tu avais dans ton panier, etc. De cette intégration absolue sur tous les canaux, etc. Et je trouve ça intéressant, et après un débat aussi technique que celui qu'on vient d'entendre sur qui a eu le dernier clic, etc. Je voulais reposer quelques fondamentaux. Finalement, je pense qu'on ne se pose pas assez de questions sur quel rapport on a avec une marque et qu'est-ce qu'on attend d'une marque. Alors il y a le débat de qui m'a amené par quel clic et à qui j'ai payé ce clic, etc., etc. Mais au final, qu'est-ce qui vous fait préférer une marque plutôt qu'une autre? Et remplir vos initiatives, vos entreprises de valeurs de marque, ça crée une différence pour le consommateur. C'est vachement important ce que vous lui racontez, l'histoire que vous lui racontez, les interactions que vous avez avec lui, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les emails que vous recevez la plupart du temps après avoir fait un check-out dans votre achat e-commerce, moi ça me choque de recevoir un email dont le from est no reply. C'est juste épatant, en fait. Tu viens de donner du fric à quelqu'un pour acheter un produit, et il te dit, s'il te plaît, ne me réponds pas. Imaginez que vous
poussiez la porte d'un commerçant dans la vraie vie et que le mec vous dise ne revenez pas. Ne revenez surtout pas. Donc moi je trouve ça étonnant. Je pense qu'il y a encore énormément de progrès à faire dans la relation avec le conso. Et le digital là-dedans est une énorme opportunité en réalité, parce qu'il redistribue ces cartes-là. Alors il y a plein de débats techniques sur qu'est-ce que je fais avec mes réseaux sociaux, est-ce que je suis une marque conversationnelle, il y a plein de buzzwords autour de tout ça, etc. Mais au final, est-ce que je réapprends pas l'acte le plus basique de n'importe quel commerçant, qui est dire bonjour, discuter avec ses consos, les connaître, alors on va vous appeler ça big data, brasser les data, etc. Alors il y a plein de façons de le faire, différentes en fait, mais les connaître pour mieux leur parler, pour mieux les adresser, pour mieux les engager, c'est ce qui avait fait un succès il y a longtemps, comme on est un peu vieux sur le web maintenant. C'était la fraise à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. La magie de la fraise, c'était la relation qu'il avait avec ses consos, avec sa communauté, avec le fait qu'il avait des designers qui se battaient pour faire un visuel qui allait finir sur un t-shirt tiré à 500 exemplaires pour dire c'est moi qui l'ai fait. Mais en fait, c'était cette relation qui était exceptionnelle. Et pour rebondir, et pour vivre aux États-Unis maintenant depuis 4 ans, moi j'ai trouvé effectivement que tous les discours étaient hyper techniques. Même le discours sur les financiers, là, il m'a fait chier, je me suis vraiment emmerdé sur scène. Donc je suppose que vous, c'était pire. Et je trouve que fondamentalement, c'est tout le discours. Il y a beaucoup de techniques dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, à la fois de la technique marketing, la technique du clic, etc., etc. Et aux États-Unis, alors souvent les gens pensent que les Américains sont très hypocrites et disent les choses comme ça de façon hey, it's amazing, you know, awesome, etc., etc. Mais fondamentalement, les Américains croient à ça. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui est préfabriqué, c'est-à-dire que quand l'Américain vous envoie un message quand vous lui avez acheté quelque chose en disant « Wow, that was great to have you as a client », ils le croient fondamentalement, ils sont vraiment transcendés, ils ont une capacité d'émerveillement, les Américains, c'est le pays de Disney, il faut fabriquer du bonheur tous les jours, hein, c'est le maître mot en fait, mais ils ont cette capacité d'émerveillement. Et je trouve souvent que ici en France, on a oublié de fabriquer et d'être capable de cet émerveillement permanent que le consommateur a absolument besoin. J'ai été manger à midi et j'ai dit au serveur, je lui ai dit bravo, félicitations, on avait peu de temps pour manger, c'était génial, vous nous avez servi super. Le mec m'a regardé en pensant que je me foutais de sa gueule. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense qu'on a oublié ça, et on a remplacé ça, parce que comme nous les Français, on est des gens très intelligents, les plus intelligents du monde bien évidemment, on a remplacé ça par la technique et de la technicité. Et il y avait beaucoup de technicité, et pour faire partie d'être dans des conférences aux États-Unis, je vous jure, ils ne parlent pas de technique. Ils sont vraiment dans la fabrication d'une histoire, il y a beaucoup de storytelling, et les gens comprennent beaucoup plus l'histoire que ces histoires de clics, etc. Et souvent en France, on montre, comme un peu à l'opéra, l'envers du décor, on met l'envers du décor avec toute cette machinerie devant la scène, et derrière, en fait, tout c'est de la beauté, la magie en fait de l'histoire, bah, c'est derrière. Non, gardez ça, vous verrez, en plus, vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Simplement, il faut y croire, en fait, c'est tout. Il faut croire à l'histoire qu'on raconte. Alors, oui, je suis d'accord avec ça, il faut les do not reply, des trucs comme ça, et je pense que c'est aussi de beaucoup plus croire, en fait, à ce qu'on raconte. Oui, c'est ce que disait Olivier, mais je trouvais que c'était intéressant, c'est quand on a des... C'est une formidable opportunité pour les structures qui ont la capacité à être réunies autour de petites équipes. Parce que dans les grosses boîtes, ils sont, on entendait Jean-Noël de McDo un peu plus tôt, et ils s'en sortent plutôt bien chez McDo, hein. Mais ils ont monté une université interne, ils apprennent la transversalité dans les boîtes. En gros, ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est-à-dire la transversalité dans la boîte, c'est toi, directeur informatique, il faut que tu dises bonjour au directeur marketing, il faut que vous cessiez de vous détester. Parce que l'avenir, a priori, il va se passer ensemble ou il ne va pas se passer du tout. Donc, les grosses boîtes sont empêtrées dans des... c'est quoi? C'est l'héritage des habitudes, quoi. C'est l'informatique par définition, la DSI, c'est le mec qui dit non. Le marketing, c'est le mec qui déteste les process, qui veut aller très très vite parce qu'il y a une opportunité de marché à adresser. Moi, j'appelle ça les processus au formol. C'est-à-dire que c'est des processus qui sont dans des bocaux qu'on regarde et puis qu'on garde comme ça au formol et qui vont se perpétrer à longueur. Et les startups n'ont pas ça. Exactement. Et donc vous emmerdez pas avec ce genre de choses-là. Vous êtes en train de mettre en place des formules, des process, des trucs incroyables qu'en fait on dirait des usines à gaz. On est dans le Rhône-Poulain, quoi, grosso modo, alors qu'il n'y a pas besoin de ça, en fait.
Il y a vraiment il y a besoin juste d'être authentique, vrai, et d'y croire, mais d'y croire d'une force et d'une ambition. Je vais vous raconter une histoire, par exemple. Hotel Tonight. Hotel Tonight, vous connaissez l'application Hotel Tonight. Quand j'ai rencontré le fondateur d'Hotel Tonight, je lui ai demandé mais pourquoi tu as créé Hotel Tonight? Et c'est le pitch qu'il a pour les investisseurs. Il dit que, voilà, il est à Palo Alto, qu'à Palo Alto, la vie est absolument boring, en fait, c'est-à-dire qu'après 18 heures, vous mettez un suppositoire, vous allez au lit, quoi, grosso modo, c'est à peu près la vie à Palo Alto après 18 heures, et que lui adorait faire la fête, et donc il allait à San Francisco faire la fête régulièrement, et qu'il se retrouvait à San Francisco tard le soir, et qu'il ne voulait pas rentrer en voiture dans la 101, et qu'il cherchait un truc pour prendre des hôtels à dernière minute, etc. C'est ça l'histoire de Hotel Tonight. Et c'est pour ça qu'il a créé Hotel Tonight. Et il vous l'a raconté, et il a levé de l'argent comme ça, en racontant cette histoire-là et en expliquant qu'il n'était pas du tout seul dans ce cas-là, en fait, et qu'on était des nombreux à être dans cette situation-là, etc., etc. Une autre histoire, Fred Laliyo, Anna Plan, ils viennent de faire une levée de 100 millions aux États-Unis. Dans la notion de l'ambition, Fred Laliyo, qui est un Français, CEO de Anna Plan, dans le B2B, c'est du software, on vient le chercher, il travaille chez SAP, c'est un ancien de Cartesys. Alors on vient le chercher en lui disant, voilà, on a une boîte, Anaplan, c'est une super technologie, c'est du Excel sous stéroïdes, quoi, grosso modo, c'est dans le cloud, c'est un Excel dans le cloud qui croise 1 milliard de cellules par 1 milliard de cellules. Je vous fais à peu près, vous voyez à peu près le genre de truc, tout ça dans le cloud. Et il sait que SAP essaye de faire ça depuis des années, il n'y arrive pas. Il regarde la boîte, on lui dit, est-ce que ça t'intéresse de prendre le poste de CEO? Ça, c'était il y a 22 ans, quoi. Il regarde la boîte, il sait que SAP n'arrive pas à le faire depuis des années. Il dit, ouais, je peux faire un truc avec ce machin-là. La boîte, c'est 20 personnes, elle fait 2 millions de dollars de chiffre. Il va voir les investisseurs, il leur dit, oui, je vais prendre le poste de CEO. Dans 18 mois, on sera 200 et on fera 20 millions de chiffre d'affaires, mais j'ai besoin de 33 millions. Et les investisseurs lui ont donné 33 millions. 18 mois après, ils sont 300, ils font 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. 18 mois après. Exécution, ils sont présents dans 17 pays. Aujourd'hui, il est dans une situation où il va revenir voir ses investisseurs, il leur dit la next step, c'est l'IPO, en fait. Donc on est 50 millions, on va faire 100 millions de dollars de chiffre d'affaires dans les 2 ans qui viennent. On fait un IPO, mais j'ai besoin de 100 millions, tout de suite. Les investisseurs lui donnent 100 millions, immédiatement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est qu'une question. Soit vous y croyez, soit vous y croyez pas, en fait. Et de vraiment y croire et d'avoir cette ambition. Et souvent, j'ai l'impression qu'on croit. Et délivrer, exécuter bien évidemment, mais ça c'est pour ça qu'on est des Chief Executive Officers en fait, c'est-à-dire qu'il faut savoir exécuter la mission, mais d'avoir cette ambition et de dire tiens on y va, etc., etc. Et souvent je parle avec des entrepreneurs et ils me disent ouais mais je sais pas, à force de dire qu'on est nul, je vous jure qu'on va finir par devenir nul. Bon, en fait, ne croyez surtout pas à ça. Voilà le message que j'ai en fait envie de vous dire, c'est allez-y au fond, quand je vois les projets que vous avez, et comme vous en parlez en fait, il y a vraiment quoi faire vraiment des choses absolument incroyables, énormes en fait. Et il y a une opportunité pour les toutes petites équipes. Absolument. Ces tailles d'équipe permettent de beaucoup mieux appréhender toutes les opportunités que le digital donne. Parce qu'on a besoin d'être véloce, on a besoin de se planter, on a besoin d'avouer qu'on s'est planté et d'en tirer des enseignements et de changer, et on a besoin d'amener une équipe dans sa globalité. On ne peut pas faire... Bon, on ne peut pas faire des notes de service pour expliquer qu'on a besoin de convoquer un tel ou un tel à une réunion. On accompagne pas mal de grosses marques chez Makina, et j'ai découvert il n'y a pas longtemps chez un de mes clients un truc absolument incroyable. Ça m'a laissé complètement sans voix. On est en train de conduire un projet de changement de la boîte, de changement de son business model qui va amener des profonds changements dans le e-commerce, etc., où ils ne font pas vraiment du e-commerce aujourd'hui. Et j'ai découvert que les gens ne peuvent pas participer à la même réunion s'ils ne sont pas au même level hiérarchique dans la boîte. Donc on voulait convoquer des gens pour leurs compétences à une réunion parce qu'on a besoin de bouger cette boîte qui est en train de s'effondrer sur son business model, mais on ne peut pas les convoquer. Il y a une règle dans la boîte qui dit que voilà, si tu n'es pas à ce level-là, tu ne peux pas participer à la réunion. Si tu as les bonnes idées, tu es gentil, tu attends d'être au bon level pour les donner. Ben ça, c'est désespérant. Je pense qu'il faut construire de toutes petites équipes qui sont capables d'implanter dans les grosses boîtes, comme des virus,
le changement nécessaire au sursaut, quoi, parce que à la fin, ça les fait crever de l'intérieur, ces boîtes-là. Et en même temps, c'est une énorme opportunité pour toutes les startups, parce que ces petites équipes vont beaucoup plus vite. Et quand ils achètent des startups, en fait, ils achètent le sens, le grip, la vélocité, etc. Et notamment, et aussi un truc qui me frappe, c'est que aux États-Unis, le rapport de force est complètement inversé. Ici, quand j'en vois une startup qui parle avec un investisseur, on a l'impression qu'elle est en train de prier en fait, pour qu'il lui donne de l'argent. En fait, il y a une sorte de rapport comme ça. Mon Dieu, est-ce qu'ils vont bien vouloir me donner de l'argent, etc. Alors qu'aux États-Unis, ce rapport est complètement inversé. Celui qui a le pouvoir, c'est vraiment la startup. N'oubliez pas que, je l'ai dit l'autre jour à un investisseur, il y a une grande différence entre toi et moi, c'est que si tu n'investis pas dans mon entreprise, quelqu'un d'autre va investir dans mon entreprise. Alors que si moi je ne fais pas ma start-up, personne d'autre va faire ma start-up. Et donc ça, c'est la vraie différence entre nous deux. Et ce rapport de force-là, en fait, il faut le garder en tête, hein, et ne pas avoir ce rapport en fait, à l'investisseur en disant comme on a un rapport à un banquier. Je vous avoue, c'est vrai qu'il ressemble énormément à des banquiers. C'est vrai. Mais il ne devrait pas en fait avoir ce regard de banquier, et c'est nous qui avons le pouvoir, parce que c'est nous qui créons l'innovation, c'est nous qui créons la croissance, c'est nous qui créons les emplois en fait dans ce pays-là, et ils ne doivent pas l'oublier, que ce soit eux les politiques ou eux les investisseurs. C'est à nous en fait, et c'est à nous qu'ils nous doivent en fait. Je pense qu'il faut qu'on garde du temps. Je ne sais pas où je est-ce qu'on ne en est. sais même pas de quoi prendre plein de questions. Et Emery s'est barré en fait, donc non, il est là. On peut juste vous provoquer comme ça, et j'avais vous pouvoir réagir. de monologue, les garçons. Non, mais... Il y avait une question sur Twitter. Il y a des questions à poser au Fabien. Ah, il y a une question sur Twitter. Il y a une question sur Twitter super intéressante. Attends, t'as besoin d'un micro parce que je Ouais. pense que les gens du fond ne t'entendent pas sinon. Il y a une question sur Twitter super intéressante. Je crois que c'est Sébastien Grégoire qui doit être dans la salle qui l'a posée. Est-ce que votre réussite est liée au fait d'avoir des chaussures bleues tous les deux? Ok, souvent ça déconne. Ouais. Bon, je sais pas, moi j'étais rouge il n'y a pas longtemps. Moi, c'est ma marque de fabrique. Ça, c'est un... Vous savez que mes baskets sont financées par mon budget marketing. C'est-à-dire que quand je vais à des conférences ou des choses comme ça, souvent... En plus, je crois qu'il est sérieux. Non, mais c'est vrai. J'achète mes baskets sur mon budget marketing parce que tout le monde se rappelle de mes baskets. J'en ai des rouges, des vertes, des jaunes et des bleus. Et je ne me rappelle pas ce mec. C'est le mec qui avait des chaussures bleues, quoi, en fait. Ouais. C'est juste une carte de visite.